J'suis tout le temps en mouvement, insulte les feux que fout le feu et fout le camp. J'suis tout le temps en... La prohibition est devenue incontrôlable. Un véritable sabouvant. On a copié la politique américaine au moment où elle était en train de se casser la gueule. J'suis tout le temps en mouvement. Un véritable sabouvant. J'suis tout le temps en mouvement. On a été toujours traditionnellement un des pays les plus répressifs d'Europe et je dirais même pas 20 ans, mais 40 ans d'expérience, et puis surtout les 15-20 dernières années où on a été de plus en plus sévère et de plus en plus systématique dans la répression, on est le pays qui a connu la plus grosse augmentation du nombre d'usagers, de jeunes usagers de cannabis. Donc si vous voulez, on donnait toujours l'exemple, regardez ce qui se passe à Amsterdam, aux Pays-Bas. Bon, les Pays-Bas consomment 2 fois moins que nous. Et on disait, regardez la catastrophe en Espagne où on a dépénalisé l'usage. Et maintenant, les Français ont dépassé l'Espagne depuis 10 ans. Le débat, c'est si on légalise, ça va augmenter le nombre de consommateurs. Bon, alors au niveau théorique, j'ai un premier argument, c'est que aujourd'hui, tous ceux qui veulent consommer du cannabis peuvent le faire. Donc, on a atteint notre maximum, c'est-à-dire quasiment un jeune sur 2 à 17 ans. Et je crois que ceux qui veulent pas, tout le monde ne veut pas consommer du cannabis, donc bon. Cette loi qui devait empêcher la diffusion, c'est pas du tout ce qui s'est passé, puisqu'au contraire, les drogues se sont diffusées, les drogues en France se sont diffusées pendant les années 70, alors qu'il y avait la loi qui interdisait l'usage. Tu connais, Gério, on est toujours au P. On est où? On est là. Contrairement à ce qu'on pense, d'abord au niveau de la répression, ce sont les usagers qui payent le plus gros prix de la répression. Combien vous avez des chiffres sur ça? Oui, vous disiez, j'avais noté qu'une incarcération sur 6 est liée aux drogues, dont la moitié des usages, et que ça représente 8000 personnes par an. Oui, exactement. Seulement l'usage. Usage et détention. Ah ok. L'usage simple, c'est environ 3000. L'expérience montre que on ne va pas directement, ça c'est très important, on ne va pas directement à la légalisation de l'usage. Tous les pays qui sont en train d'évoluer, il y en a un certain nombre en ce moment, ils passent d'abord par 2 étapes qui sont très importantes. D'abord, la dépénalisation de l'usage et deuxièmement, par le cannabis thérapeutique. Ah si, voilà Farid, le grand chef qui est là. Je suis pour une gestion des produits en fonction de leur nocivité, de l'expérience qu'on en a. Et je suis plutôt que de le vendre dans les supermarchés, je suis plutôt pour le vendre comme les Hollandais, dans des petites boutiques. Vous avez des gens qui vous conseillent, qui vous en parlent, des réseaux sociaux où on échange. C'est ce qui se passe pour les drogues de synthèse. Hein. Ceux qui expérimentent les drogues de synthèse, ils se mettent en réseau avec leurs copains et ils disent t'as essayé machin, qu'est-ce que ça fait? Avec Internet. Hein? Avec Internet. Oui, avec Internet. C'est une nouvelle révolution dans le... Voilà, tout à fait. Ouais. Et d'ailleurs, c'est... à moins qu'on se mette à interdire Internet, mais là, je pense c'est devenu incontrôlable. La prohibition est devenue incontrôlable. Vous avez 6-7 millions de consommateurs et que vous en avez que 8000 en prison, même s'il y en a 100 000 qui sont interpellés, c'est tout petit. Le problème, c'est que les 100 000 ne sont pas interpellés par hasard. C'est-à-dire que les 100 000, c'est en fait une répression qui est systématique sur la couleur de la peau. Et ça a été démontré en France même, avec une enquête qui a été menée, qui est sortie il y a 2 ans, qui a montré que les Noirs et les Arabes se faisaient interpeller 7 fois plus que les Blancs. Et avec l'enquête qui a été menée en prison
récemment par le frangin Fassin, voilà, et qui a montré qu'on avait les mêmes proportions de colorés en prison que de blacks aux États-Unis. Alors heureusement, on n'a pas le même nombre de personnes incarcérées, hein. Eux ils en ont 2 millions, nous on n'en a que 70 000. Mais, enfin globalement, hein. Mais malgré tout, c'est une politique raciste, c'est une politique que les jeunes des cités ressentent comme étant comment dire, une agression contre eux, une injustice. Et c'est ce qui biaise aussi un petit peu les perceptions que tu as dans l'opinion publique, c'est que la classe moyenne, elle, ne ressent pas les effets de la sécurité. Mais évidemment, ils échappent complètement. Ils échappent, ils ne sont pas interpellés. Et quand par hasard, il y en a un qui tombe, il y a le papa qui vient et le gamin, il sort il n'a pas de casier judiciaire, il n'a pas d'emmerde. La weed, il croit que je m'évade d'ici. La weed, il croit que je roule un peu slip. Son nom c'est donne-moi de la weed, donne-moi de la weed. Alors il y a une des phrases que j'ai notées dans votre livre, vous dites une des erreurs des anti-prohibitionnistes, c'est leur propre expérience de l'usage. Vous vous souvenez de cette phrase? Le contexte était un peu de dire que en ayant expérimenté un usage récréatif, oui, finalement ils perçoivent assez mal les grands dangers. C'est surtout vrai d'ailleurs, ça a été vrai sur le cannabis où on a dit longtemps que c'était sans danger alors qu'il y en a quand même un peu. Et c'est surtout vrai pour la cocaïne. Parce que disons que c'est des drogues qui sont comment dire, quasiment inoffensives ou qui ont très peu d'effets nocifs quand elles sont consommées de façon très occasionnelle, mais quand elles sont consommées de façon compulsive, enfin c'est comme un petit verre de vin, ça ne pose pas de problème majeur. C'est une question de quantité et de... Est-ce que vous confirmez que la cocaïne c'est la drogue la plus addictive? Ils se disent ça disons que c'est une addiction particulièrement dure la compulsion est particulièrement forte. Et ça, les usagers occasionnels ne s'en rendent pas compte. D'abord, on ne peut même pas en parler puisque c'est interdit. Oui. Donc si vous voulez, on ne peut pas poser les problèmes sur la table, on est obligé de mentir. C'est ça, on parlait du... Il y aurait moyen de passer, merci. T'étais en interview? J'étais en interview. Ah désolé, alors je repasse. Tu veux y aller? Ah bah moi j'étais pour dire que c'est important, que c'est vital, que c'est vrai, que c'est bien. Voilà. Vive la trance, vive le cannabis, vive les herbes de Provence. Et vive l'anarchie. Et vive mon anarchie, tu le connais? Et là il est en pâturage en ce moment. Ouais. Qui ça? Qui est en pâturage? Salut, tu vas bien? Je sais pas, j'ai dit vive l'anarchie, il a dit il est en pâturage. Ah ouais. Je pense que... Alors on va aller voir Jean-Pierre, c'est le créateur du cirque, c'est-à-dire la première organisation qui a travaillé sur la légalisation du cannabis. On va aller le saluer. Jean-Pierre, alors est-ce que tu dirais un mot pour Politis? Vous c'est le cirque, c'est ça? Ouais. Elle était créée en quelle année? 91. Alors que le procureur demandait Et la plupart des gens qui sont là n'étaient pas nés en 91. Paris, les gens qui sont là n'étaient pas nés en 91, effectivement. Et en 1991, il y avait encore la théorie de l'escalade, Internet n'existait pas. Et le cirque s'est monté, si tu veux, en envoyant des courriers. Mais les gens avaient besoin d'une association qui soit un peu... qui disent la vérité quelque part sur le cannabis, parce que le cannabis ne mène pas l'héroïne, etc. On sait bien, mais là, à l'époque, je ne le savais pas. Hein. On y a cru parce qu'en 2002, quand l'élection présidentielle était là, la question de la légalisation du cannabis était posée par tous les médias. Libé en a fait ses 4 pages, Le Monde en a fait un dossier. Enfin bon, c'était vraiment la question. Et en fait, il y a eu Le Pen, les tours. Donc après, on a ressorti nos vieilles pancartes qu'on ne pensait jamais ressortir, libérer Jean-Marie. Et le mouvement qui était en marche, si tu veux, pour effectivement informer pour la légalisation du cannabis, là c'est un peu comme tous les autres mouvements et toutes les autres associations affaissées. Qu'est-ce voilà. Que tu dis après 2002. Ah bah en 2002, il y a eu un recul terrifiant. Parce qu'on y croyait en 2002, avant l'élection présidentielle, on y croyait.
faire de la prévention intelligente, tu vois, ce qui quand même serait possible. Ce qui fait de la prévention maintenant, c'est les flics dans les lycées. Ouais, qu'est-ce qu'ils disent? Bah oui, regardez, le cannabis s'interdit, si vous faites prod, vous risquez un an de prison, c'est dangereux pour la santé, c'est tout ce qu'ils disent. Donc c'est pas comme ça qu'on fait de la prévention, ça les fait ricaner les ados quand on leur dit ça. Et je comprends. Tu connais ou pas? Allume! Mon cours a expliqué que depuis qu'il était parent, il était pour l'interdiction, alors qu'avant non. Je veux dire, c'est complètement absurde. Je veux dire, je comprends que c'est normal qu'un parent interdise à son enfant de 14 ans de consommer. C'est éducatif. C'est pas pour ça qu'on a besoin de mettre un policier derrière les mômes de 14 ans. Mais c'est parce que c'est toujours la croyance que la loi protège. Or, l'expérience a montré que ce n'était pas le cas. Ce qui protège, c'est l'éducation. Les principaux risques du cannabis, c'est justement le fait que ça modifie l'état de conscience et que on peut se retrouver dans des états psychiques inquiétants. Et en gros, rester perché. Voilà. Bon, moi je ne pense pas que le cannabis crée des schizophrénies. Je pense qu'il y a beaucoup de schizophrènes qui utilisent le cannabis de façon thérapeutique parce que ça les calme. Donc c'est comme tout, c'est-à-dire c'est comme tous les médicaments, tout est la question de la bonne indication et de la bonne dose. Alors, moi je suis sœur Rose de la Foi, nous sommes les sœurs de la perpétuelle indulgence. Il y a sœur Marie Nyctalope ici, bonsoir, et sœur Maria Culas ici devant. En gros, nous sommes les bonnes sœurs de tous ceux qui se reconnaissent dans nos valeurs, toutes les personnes un petit peu à la marge. Mentir sur les drogues en occultant une partie des réalités des drogues, c'est dangereux. C'est dangereux parce qu'après un gamin, tu lui as dressé un portrait de la marijuana, ouh, terrible, tu as tes dents qui vont tomber, tu vas mourir, etc. Le gamin, il va fumer de là sur un pétard qui va tourner une soirée. Au mieux, il va rire, il va manger, au pire, il va nous faire une chute de tension, il va aller dormir. Le lendemain, il se réveille, il dit bon, bah s'ils m'ont menti sur la marijuana, ils m'ont menti sur l'héroïne. Et c'est ça sur toutes les drogues. Donc on pense qu'il faudrait qu'il y ait un vrai débat, il faudrait qu'il y ait une vraie information sur les drogues, ce qui n'est pas possible parce qu'aujourd'hui, donner une information complète sur les drogues, c'est enfreindre la loi de 1970, parce qu'on n'a pas le droit de présenter les drogues sous un jour favorable. Bonne journée à toi. Bonne fin de marche. Les années 80 ont été vraiment, il y a eu une hécatombe, en particulier dans les milieux populaires et dans les cités, mais pas uniquement, hein, parce qu'on consommait aussi de l'héroïne au palace. Hein. On ne s'est pas rendu compte que la catastrophe, elle n'était pas liée à la drogue, elle était liée à la prohibition. Parce que dès qu'on a eu une bonne politique de santé, les gens ont arrêté de mourir. On a été le pays le plus lourdement touché par le sida et l'injection. Et ça s'est arrêté dès qu'on a autorisé la vente libre des seringues et que les usagers eux-mêmes ont fait la promotion parce que les usagers ont joué un rôle très important là-dedans, hein, les toxicomanes eux-mêmes. Personne n'imaginait qu'un toxicomane s'occupe de sa santé, hein,